que tu as été accueilli par un CIO et que c'est le CIO lui-même qui t'a apporté le café, qui te l'a offert. Ce genre de geste de la part d'un CEO qui va chercher lui-même dans sa boîte le café pour quelqu'un qui vient le visiter, l'interviewer, qu'est-ce que ça t'a fait comme effet d'avoir ce type de comportement? Eh bien, je lui ai demandé de rédiger la préface, puisque Ah ben voilà. c'est Pascal Laffineur de chez NRB qui a fait ça, qui m'a accueilli comme ça. Et donc, j'ai demandé d'écrire notre préface. Et c'est marrant que tu en parles parce que il y a 2 jours, au micro de Bruno Wattenberg sur LN24, il a montré notre livre, il en a parlé. Il a dit qu'il était aligné sur ce qui avait très aligné ce qui est sur ce livre, mais pas sur le titre. Parce que lui, il aurait mis Vivre les managers performants et humanistes, et nous, on a écrit Vive les managers humanistes et performants. Mais finalement où est la poule, où est l'œuf je dirais, et rapidement, Pascal Laffineur, Didier et moi, on va vite être d'accord sur le fait que l'un ne va pas sans l'autre. Ouais, c'est, voilà, comme tu dis, Il c'est. n'y a pas de performance sans humanisme et sans bénévolence. Et une bénévolence sans performance ne va mener à rien du tout, à part simplement faire pote-pote avec les gens, ou copain-copain, mais je dirais que ça ne va pas durer longtemps. On va beaucoup parler d'ailleurs dans ce live du lien entre l'humanisme dans une boîte, la performance et les résultats. Et je vais passer à une question qui m'intéresse vraiment, et c'est très fort dans ton bouquin, et moi ça m'a touché, c'est que tu fais un lien très fort entre le milieu du sport et le milieu du management, avec une image sur le sport, l'apnée, donc l'apnée, la plongée sous-marine. Et j'ai trouvé ça fort parce que pour moi, le management, les meilleurs managers, pour moi, c'est d'expérience. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, c'est les coachs sportifs. Oui. Et est-ce que tu peux expliquer le lien que tu fais dans ton bouquin entre ce sport, la plongée sous-marine et la vie d'un manager? Oui, bien sûr, bien sûr. Ça s'est imposé assez rapidement, Didier et moi. On avait en commun, Didier et moi, le fait d'avoir fait les arts martiaux et du jiu-jitsu. Et donc, on aurait pu prendre cette base et cette noblesse des arts martiaux. Seulement, l'art martial, ça se fait, je dirais, maximum en binôme. C'est-à-dire, il y a Uke et Tori, il y en a un qui attaque et l'autre qui défend, et c'est comme un ballet finalement. Donc, c'est un binôme. Les binômes ont beaucoup d'importance dans l'entreprise, mais ce n'est pas suffisant. Donc, on n'a pas pris l'approche art martial. On a pris l'approche plongée sous-marine, que moi, je ne pratique pas du tout, mais Didier est un instructeur, je dirais, tout à fait épatant et expérimenté en plongée sous-marine. Et donc, on a pris ça comme modèle. Et puis, rapidement, c'est devenu l'océan bleu, et puis le code bleu et le grand bleu. Donc, en fait, ça s'appelle code bleu parce qu'il y a une référence à la fois à l'océan bleu opposé aux océans rouges et au grand bleu, le film de Luc Besson sur l'apnée et la plongée. Hein. Alors, ta question, c'est pourquoi est-ce que nous parlons de plongée sous-marine? Exactement, ouais. Parce qu'il y a évidemment de grandes analogies. C'est-à-dire que vous n'allez pas choisir comme instructeur de plongée quelqu'un qui n'a aucune expérience. Donc, un manager doit avoir de l'expérience. J'essaie chaque fois de faire le parallèle. Donc, premier point. Tout à fait, oui. Un plongeur en eau chaude, je dirais en vacances, mettons en Égypte ou ailleurs, je sais bien qu'il y a beaucoup de plongées là-bas. Je dirais un plongeur ou un instructeur en eau chaude n'est pas un instructeur et un plongeur en eau froide en Zélande ou au Danemark, etc. Je dirais l'environnement n'est pas du tout le même. Donc déjà, il faut un manager à la hauteur qui a expérimenté le domaine. Ensuite, il faut des plongeurs en bonne santé. Vous n'allez pas emmener un groupe, je dirais, sous l'eau, de gens qui sont stressés, malades, fatigués, épuisés, que sais-je, moi. C'est pas possible. Donc là, il y a déjà un regard de l'instructeur ou du manager, donc instructeur-manager, alors on fait le parallèle, tu as bien vu, sur l'état d'esprit et l'état de forme physique de son équipe. Donc on ne s'embarque pas dans un projet au long cours en entreprise, je dirais, sans avoir une équipe qui est soudée et qui tient sur ses pattes. Et puis, il y a des procédures qui sont adaptables.
C'est-à-dire qu'avant une plongée, il y a un briefing, savoir qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, etc. Ben, je dirais, idéalement, en entreprise, on devrait faire des briefings très souvent, formels ou informels, mais où est-ce qu'on va, pour faire quoi, avec qui, etc. Ensuite, l'instructeur en plongée sous-marine rentre dans l'eau le premier, regardez, Un autre exemple. et il ressort le dernier. Donc, je ne dis pas que le manager doit arriver à 5 heures du matin et partir à 11 heures du soir. En tout cas, il doit accompagner ses équipes le plus possible et être là dans les moments. Il doit, en gros, il doit montrer l'exemple et il doit montrer qu'il est derrière les gens et Oui. que voilà, c'est montrer l'exemple en fait. Et alors, il y a beaucoup de bénévolence en plongée sous-marine, comme il devrait y en avoir en entreprise. Alors, Jérémy, la bénévolence, tu le sais, c'est une bienveillance active. C'est-à-dire, bienveillance, c'est magnifique déjà. Être bénévolent, c'est encore mieux. Si tu veux, en plongée sous-marine, le plongeur qui serait en difficulté n'a pas le temps, ni peut-être l'énergie ou la présence d'esprit d'appeler à l'aide. Donc, ça veut dire que l'instructeur doit voir ça, doit voir un plongeur en difficulté et faire preuve de bénévolence, c'est-à-dire aller vers lui, même s'il n'a rien demandé. Mais on voit qu'on ne va pas. Dans un projet de management, c'est la même chose. Il y a des gens qui arrivent le matin, on peut se dire avec un peu d'observation et de bon sens et d'empathie qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, est-ce que c'est ponctuel? Ce n'est pas arrivé, évidemment. Mais, ou est-ce que c'est régulier? Et donc, il faut faire preuve de bénévolence, de bienveillance active. Voilà. Et il y a aussi un plongeur serre-fil, c'est-à-dire c'est celui qui est derrière, qui termine le groupe et qui regarde aussi et qui aide l'instructeur qui ne peut pas tout voir. Donc, dans une équipe, si vous avez des relais qui sont là pour vous faire remonter les choses qui vont comme les choses qui ne vont pas, ou les menaces et les opportunités, c'est magnifique. Super. Et en parlant de bénévolence, c'est vrai qu'on connaît, en tout cas, il y a beaucoup de boîtes qui sont comme ça, où on voit le manager dans sa tour d'ivoire et qui est complètement déconnecté de ses équipes et du terrain. Et donc, il y a vraiment deux mondes différents. Comment, pour toi, quel serait le meilleur moyen de reconnecter un manager donc, qui sort de sa tour d'ivoire pour se reconnecter avec ses équipes? Donc, plus avoir ce côté vraiment le manager, l'autorité, l'équipe qui fait le travail, mais sans vraiment communiquer. On est dans deux mondes différents. J'ai rencontré le général des armées françaises qui a dit ça, que vraiment les meilleurs leaders, les meilleurs managers, ce sont ceux qui comprennent le terrain. Et comment Pierre de Villiers, je pense, c'est ça. c'est ça, ouais. Voilà, cette phrase m'a. Et donc, il allait voir les gens. Il allait manger limite avec les gens. Et on ne voit pas ça souvent dans des entreprises. Le manager est plus dans. Voilà, parfois, il y a certains managers qui rentrent dans leur bureau, qui ne vont pas serrer la main des équipes. Toi, quel est pour toi le meilleur moyen de reconnecter un manager avec ses équipes? On va tourner autour de l'ego. Hein. Ce que tu me dis sur le général de Villiers, John Alexander Bogart, ce que tu connais du B-19, m'a raconté la même chose, et c'est dans le livre, sur l'ancien patron de Belgacom, John Gossens, qui lui, déjeunait à la cafétéria, mangeait à la cafétéria, et ne prenait jamais la première place dans la file, alors qu'il aurait pu dire « c'est moi le patron, je passe premier ». Ça, c'est énorme. Déjeuner avec les équipes et surtout laisser la place à celui qui est arrivé avant toi, même s'il travaille au premier étage et que toi, tu travailles au 43e. Hein. Ça, c'est extrêmement important. Quelle est la solution? C'est un accompagnement du patron sur sa vision des choses, sa vision de lui-même, sur la place qu'il met à son ego, parce que tout ça sont des problèmes d'ego. Hein. Ça me fait penser, je peux faire un pont, dans le livre, je parle de la vérité, du message et du messager. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Donc, c'est une vieille allégorie sur le mensonge et la vérité. La vérité est une jeune fille, assez pure, innocente, et le mensonge est un garçon assez roué. Hein. Et ils se rencontrent au bord d'une plage, et le garçon dit à la fille,
plutôt le mensonge dit à la vérité. Et ici, l'eau est délicieuse, elle est tiède. Si on allait si on allait se baigner. Et la fille dit oui, peut-être, mais enfin, qui c'est ce type-là, etc. Bon. Donc elle vérifie un peu, elle met sa main dans l'eau est tiède, en effet, elle regarde, il n'y a pas de danger apparent. Et donc ils se déshabillent tous les deux et ils vont nager dans ce lac d'eau tiède. Et tout se passe bien. C'est-à-dire que le mensonge est correct, tout se passe bien, etc. Donc elle est contente. Et puis, à un moment donné, le mensonge retourne vers la berge, sort de l'eau, ramasse les vêtements de la vérité, les met, il enfile les vêtements de la vérité et il s'en va. Il se crapule, il s'en va. C'est ainsi qu'on dit que la vérité est toute nue au bord de l'eau. Parce que la vérité ne veut pas revêtir les habits du mensonge. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? C'est que dans cette histoire de mensonge et de vérité, il y a un message et un messager. Il y a toujours un message et un messager. Le message était vrai. L'eau était tiède, il n'y avait pas de danger. Le messager ne l'était pas, puisqu'il est parti en volant les vêtements. Et donc, le pont que je ferai avec ça, c'est que les messages sans une cohérence de comportement du messager ne servent à rien. Si le patron dit chez moi, dans mon entreprise, l'empathie, c'est une valeur fondamentale, l'équité, la justice, tout ça c'est fondamental, etc. Bon, c'est magnifique. Mais si après, il ne mange jamais avec ses équipes et s'il est inaccessible, il y a une différence entre le message et le messager. Et qu'on soit dans sa famille, avec ses amis, dans le cadre de l'entreprise, si en tant que messager, on n'est pas bien perçu, on peut raconter n'importe quoi comme message, on peut faire venir le meilleur des communicants, qui est très à la mode aujourd'hui. Quand tu vois les hommes politiques, il n'y a plus que de la communication, c'est-à-dire de messages. Mais il y a quelqu'un qui parle. Et ce messager, il est crédible ou il n'est plus crédible. Et à un moment donné, le lien se rompt avec les élites, qu'elles soient politiques ou managériales ou décisionnaires, peu importe. Le lien se rompt lorsque celui qui écoute le message ne croit plus le messager. Il dit le message est super, mais moi je ne crois pas le messager parce que demain il vient de raconter le contraire. Donc voilà. Et donc vraiment c'est ça. En entreprise, il faut, pas y ailleurs, dans la vie en général, il faut résoudre son problème d'ego. Alors je ne dirais pas qu'il faut tuer l'ego, comme j'ai déjà lu dans certains livres, ça n'a pas de sens. L'ego naît avec nous, il mourra avec nous, il nous accompagne toute notre vie, donc il est là. C'est quelque part notre caractère, notre tempérament. Bon. Alors, ce que moi je dis souvent à mes clients, c'est faites de vos défauts et faites de votre ego un allié. N'essayez pas de l'escamoter en disant oui, il n'est pas bien, parce qu'il va sortir de la boîte en disant je suis là. Bon, c'est-à-dire qu'à la moindre faiblesse, à la moindre fatigue, l'ego ressort en disant voilà, moi je suis là, maintenant on va faire comme avant, etc. Bon. Donc, faites-en plutôt un allié. Et c'est faisable. C'est faisable. Si vous êtes colérique, je dirais, mettez vos emportements, je dirais, au service de causes nobles. Vous ferez plaisir à votre ego et vous lui ferez doublement plaisir parce que c'est une cause qui est noble. Et donc, il va s'apaiser aussi au fur et à mesure, hein, et vous ferez du bien à la société. C'est le dernier compartiment en fait dans la pyramide de Maslow où c'est l'accomplissement de soi et quand on commence à contribuer avec son ego pour aider les autres et tout ça, c'est vrai qu'on s'accomplit soi-même et que derrière on est en tant que manager plus serein et aussi meilleur avec ses équipes, je pense. Oui. Si on parle de l'accomplissement de soi, une des clés de la motivation, c'est que il n'y a aucune personne qui a les mêmes besoins d'accomplissement de soi-même. Si nous avons des auditeurs, des gens qui ont des enfants, ils savent bien qu'ils n'ont pas le même accompagnement avec leurs enfants individuellement, parce que leurs enfants ont des besoins de motivation et d'accomplissement différents. Alors c'est ça qui est difficile quand on a 10 employés, 20, 30, 100, 1000.
Tu dirais, il faut mettre des relais, évidemment, mais on ne peut pas décréter un modèle général de motivation. L'accomplissement de soi est quelque chose d'extrêmement personnel. On le montre aussi dans notre livre, selon les cultures, c'est aussi différent. La culture américaine aura un accomplissement de soi plus porté vers le risque. La culture française, belge, sera plutôt orientée vers la sécurité d'abord. D'abord la sécurité et après je peux prendre du risque. Enfin, de manière globale, évidemment. Les gens qui nous écoutent, les entrepreneurs, eux, ne sont pas dans ce cadre-là. Eux prennent des risques, surtout dans le contexte actuel. Ils sont partis et ils sont vraiment dans, sans doute, l'accomplissement d'eux-mêmes. Je ne sais pas s'ils réagissent par rapport à ça, mais la plupart des gens qui sont là ont fait le choix de l'accomplissement d'eux-mêmes, même si c'est difficile. Et même si c'est dans un contexte aujourd'hui qui est extrêmement chahuté et en pleine incertitude. C'est vrai. Et tu as dit quelque chose qui est fort, c'est